Aujourd'hui, dans Rencontre avec, nous sommes avec Thierry de Garbonnière. Thierry de Garbonnière, on l'a pu le voir plusieurs fois dans Plus belle la vie. Bonjour Thierry. Bonjour. Vous allez bien ? Ben, écoutez, oui, je vais bien. Je sais que vous avez fait le Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Vous faites du théâtre, du cinéma, de la télévision et bien sûr Voilà, c'est ça. J'ai commencé d'abord par des cours privés, c'est-à-dire des cours du soir. Et puis après, je suis rentré à la Rue Blanche, qui s'appelle maintenant Rue Blanche ENSAT et qui est à Lyon, qui est une école supérieure. Et puis après, j'ai intégré le Conservatoire national supérieur d'art dramatique à Paris. Donc voilà. Et puis j'ai commencé à travailler assez vite, que ce soit au théâtre ou à la télévision, et puis aussi au cinéma. Voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire du théâtre, du cinéma et de la télévision, par exemple ? Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à devenir artiste, en fin de compte, Vous savez, c'est quelque chose qui vous prend au niveau du plexus solaire, c'est-à-dire c'est une chaleur, c'est une envie irrépressible de raconter des histoires, d'être devant d'autres personnes et de jouer, d'incarner des personnages, de rencontrer des grands auteurs aussi. Ça, c'est très important. En tant qu'artiste, en tant qu'acteur, on est amené à lire des grands auteurs, donc des gens qui ont une pensée quand même très structurée. Et donc c'est ça qui m'a poussé à monter. C'est-à-dire que je suis monté sur scène, et à partir du moment où je suis monté sur scène, j'ai pas pu faire autrement que y revenir. Et j'ai toujours cette émotion avant de monter sur scène, avant de tourner, et même avant d'écrire, puisque maintenant depuis une dizaine d'années, j'écris tous les jours. Bon, en 2015, vous avez sorti votre premier roman, c'est Salut et applaudissements, c'est bien ça, aux éditions Rive-Neuve. Voilà, Salut applaudissements, éditions Rive-Neuve, qui a fait et qui continue. D'ailleurs, je continue à recevoir des messages par internet, des lettres de gens qui me remercient d'avoir écrit ce livre. C'est un livre que j'ai écrit dans une loge de théâtre, au Théâtre Mouffetard, et oui, on peut dire ça quand même. J'ai révélé pas l'envers du décor, c'est pas ça, mais j'ai révélé quelque chose de ce métier d'acteur dont personne ne parlait. On en parlait entre nous acteurs, mais dans le grand public, ce que j'ai révélé, on va dire, n'était pas parlé. Voilà. Justement, qu'est-ce qui vous a poussé à changer ? Parce qu'à d'habitude, au théâtre ou même au cinéma ou autre, vous lisez des textes, et là, c'est vous qui écrivez. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller à la plume ? Toujours pareil, c'est la nécessité. Et beaucoup de gens, souvent, quand je donne des interviews, les gens me disent « mais c'est formidable, vous avez une passion ». Non, moi, j'ai pas de passion, j'ai plus qu'une passion, c'est une nécessité. La passion, on peut être passionné de golf, on peut être passionné de théâtre, de musique, et puis avoir un travail, et puis faire ça le soir, le week-end. Voilà. Quand on est artiste, c'est un peu autre chose, c'est la nécessité. C'est-à-dire que tous les matins, je me lève et tous les matins, j'ai envie de jouer, j'ai envie d'écrire, maintenant de mettre en scène. C'est quelque chose qui est très profondément ancré en moi et on peut presque dire que je ne peux pas faire autre chose. Après, en 2018, vous avez sorti le deuxième roman qui s'appelle « Ils me reconnaissent ». Toujours aux éditions. Pour revenir au premier roman, Salut applaudissements, j'étais donc dans une loge de théâtre, je jouais une pièce qui s'appelle De si tendre lien de Lolé Bédon, et je m'étais pas rendu compte que j'avais un tout petit rôle, vraiment un tout petit rôle, quoi. Et quand la pièce a commencé à être jouée, j'ai bien compris que je ne viendrais pas pour jouer, je viendrais pour attendre de jouer. C'est ça ce dont j'ai parlé dans ce livre. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'acteurs, d'acteurs qui viennent pour jouer des tout petits rôles. Et ça, on n'en avait jamais parlé avant. Et ça a été une telle déflagration pour moi qui avait joué que des grands rôles, des seconds rôles, des premiers rôles, que je me suis mis à écrire là-dessus. Voilà, vous m'avez posé la question, pourquoi je suis passé du jeu à l'écrit ? C'est parce que dans le jeu, j'avais une insatisfaction. Après, vous avez sorti votre deuxième roman, Ils me reconnaissent. Donc ça, c'est mon expérience de Plus belle la vie et de la reconnaissance fulgurante qu'amène cette série. C'est incroyable. C'est-à-dire que vous passez à la télévision et le lendemain, tout le monde vous reconnaît dans la rue. Donc
c'est quand même assez incroyable. Et après, en septembre 2018, les brefs de métro, c'est quoi exactement les brefs de métro ? Alors les brefs de métro, c'est parce que quand je suis dans le métro, j'entends, un peu malgré moi, j'entends beaucoup ce que les gens se parlent entre eux. Même quand ils parlent à mi-voix, je suis très curieux, en fait, plus que curieux, je suis intéressé. Je suis toujours en train de me dire, mais ces deux personnes qui parlent entre elles, qu'est-ce qu'elles se disent, quoi ? Quel est leur lien hiérarchique ? Quel est leur lien d'amitié ? Enfin, je ne sais pas. Et donc, j'ai tendance à me rapprocher et à écouter et prendre des notes. Et donc, il y a 3 ans, j'ai publié donc le premier tome. Et là, comme c'est quelque chose que je fais, je vais pas dans le métro pour écouter les gens. Hein. Moi, je suis un usager du métro. Mais quand j'y vais, j'entends des choses que les autres n'entendent pas. Voilà. Et donc là, je publie le 2e tome de Brefs de métro. Et nous, ça nous permet de pouvoir d'écouter ce que les gens se disent, ou de lire surtout. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous allez lire ce livre, déjà, vous allez un petit peu savoir ce que se disent les gens dans le métro, dans l'intimité du métro parisien. Et puis, si vous avez pris le métro, peut-être, qu'il y aura une bribe de vos conversations dans mon livre. C'est ça qui fait l'intérêt aussi de ce deuxième opus. Alors après, en décembre 2019, c'est votre premier texte de théâtre en 1 seconde. Oui. Comme je suis comédien, bien évidemment, j'ai envie d'écrire pour les acteurs, peut-être et d'ailleurs pour moi, parce que c'est un seul en scène que je jouerai peut-être un jour. Et donc j'ai écrit sur la disparition de mon papa et comment cette disparition a transformé ma vie de fond en comble. Voilà, parce que ça a transformé ma relation au temps. Ma relation au temps, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'avant, inconsciemment, je croyais que ça allait durer éternellement. Et donc, la disparition du papa, c'est quelque chose qui le père, il vous masque votre rapport à la mort, en fin de compte. Il vous protège même. Et donc, mon papa, en disparaissant, m'a mis face à ma propre fin. Et ça a été on peut dire une révélation, j'aime pas trop ce mot-là, mais ça a été quelque chose d'extrêmement fort. Et donc, je me suis mis à écrire. Ça aurait pu être un roman, ça aurait pu être, je sais pas, autre chose, quoi, ou un récit, et c'est devenu une sorte de monologue d'un homme, voilà, qui parle au public et qui commence par cette phrase j'ai commencé à vivre quand mon père est mort. C'est une phrase terrible, hein, mais c'est une phrase partagée par beaucoup de gens, c'est-à-dire que à la fois la disparition du père est le jour le plus triste de sa vie, mais ça peut être aussi un jour de libération parce que on se retrouve enfin face à sa vie, donc à la fin aussi de sa vie, parce que la vie n'a de sens que s'il y a une fin. Si on était éternel, ça serait terrifiant. Et justement, c'est quoi la différence entre écrire un roman et écrire une pièce de théâtre? Il y a une grosse différence quand même, non? Au niveau écriture. Oui, il y a une différence, vous avez raison. Il y a une différence. Alors, comment définir ça? Moi, je le sens puisque je suis acteur. C'est-à-dire que en 1 seconde, aux éditions Les Signes, c'est un texte que j'ai écrit en marchant, que j'ai écrit debout, que j'ai proféré avant même d'écrire. Vous voyez, c'est un texte qui passait par ma bouche et puis après j'écrivais. Voilà et c'est un texte, qui est fait pour être adressé. C'est pas un texte, on peut le lire bien évidemment. Ça, les gens qui le lisent sont plutôt très formidables. Mais c'est un texte qui prendra toute sa force avec ce qu'on appelle le jeu ou même l'incarnation. J'aime mieux ce mot d'incarnation que le jeu. Et donc j'ai hâte de le jouer.
Et en novembre 2019, normalement sorti en salle, normalement cette année, si les salles s'ouvrent bien sûr, en 2021. C'est votre premier scénario écrit avec Éric Courgol, c'est bien ça, c'est Éric Emmanuel, d'accord. Un triomphe, un long métrage, c'est ça? Alors, oui, donc Emmanuel m'a téléphoné un jour pour me demander si j'étais d'accord pour travailler avec lui sur cette histoire incroyable, c'est une histoire vraie, hein, qui est arrivée à des prisonniers en Suède. Et donc, on a écrit ça donc pendant 2 ans, à partir de 2017. Et puis voilà. Puis après, Cadmera est arrivé sur le projet. Ça a donné un coup de boost incroyable au projet, bien évidemment. Marina Hans aussi. Et donc le film a été tourné entre octobre et décembre 2019, donc presque début 2020. Hein. Ça a fini pratiquement en janvier. Et le montage a duré à peu près 6-7 mois, tout ça. Et donc le film est prêt à sortir dès que les salles ouvriront. Voilà. Alors là, vous avez fait un grand bond, quoi. Être devant la caméra, vous vous retrouvez pratiquement derrière. Alors c'est Emmanuel qui a tourné. C'est super sympa de me dire ça, mais c'est vraiment Emmanuel qui a tourné, c'est pas moi. Mais moi, j'ai assisté à tout le tournage, et donc la décision est prise. Je veux passer à la réalisation, et pour ça, je suis en train d'écrire un long métrage à partir d'une histoire qu'on a vécue Emmanuel et moi. Et j'ai d'abord écrit un court métrage, et là, je viens de signer avec un producteur qui s'appelle Zodiac Film, Samuel Chevillard, et donc je vais passer à la réalisation, là vraiment. Oui, c'est ça, votre court-métrage, c'est le Père Noël, même pour être exact. Le Père Noël, voilà. Et après, vous avez parlé d'un long-métrage que vous allez revoir, ce serait L'École du Rire, en théorie. Voilà, c'est ça. Ça, c'est une histoire vraie, hein, qui nous est arrivée à Emmanuel et moi il y a quelques années. Et en sortant de cette aventure, on s'est dit, c'est pas possible, quoi. Il faut absolument qu'on écrive là-dessus. On a commencé à écrire, et puis Emmanuel a été pris par d'autres projets. Donc, je reprends ce long métrage, l'idée, et je suis en train de l'adapter et d'écrire, et puis voilà. Là, j'en suis au traitement. Le traitement, c'est un document d'une vingtaine de pages où on peut voir le film dans son entièreté, quoi. Hein. On raconte le film. Donc, je suis en train de finir ça. Et puis, à partir du moment où j'aurai fini ça, plus le synopsis et le pitch, je vais commencer à chercher une production qui m'accompagnera dans ce qu'on appelle l'écriture du scénario, tout simplement. Et sortie nationale de Un Triomphe. Sortie nationale de Un Triomphe, hein, les gens peuvent aller sur Internet, la bande-annonce est tout à fait étonnante. Et puis, alors bien sûr, il faut dire que ce film a été sélectionné, a fait l'ouverture du mini-festival de Cannes de octobre 2020. Il a obtenu le prix du public à Angoulême, double prix d'interprétation à Angoulême, prix du public à Festival Groland à Toulouse. Il a obtenu des prix aussi à l'étranger, et un prix qui me fait plus que plaisir. Il a obtenu le prix de la meilleure comédie européenne de l'année. C'est une histoire extraordinaire. C'est une histoire qui confirme aussi le fait que, bien sûr, c'est un film qu'on a écrit tous les deux, mais ce que j'aime là-dedans, c'est le prix de la meilleure comédie européenne. Voilà, parce que moi, à chaque fois, si les gens s'intéressent à ce que j'écris, c'est toujours dans ce qu'on appelle la comédie sociale. Voilà. C'est-à-dire, on rit et en même temps, on est ému, quoi. Et donc, ce prix, pour moi, Emmanuel et moi, on est extrêmement contents que le film ait reçu ce prix, quoi. Alors, écrivain, auteur, et vous faites également de l'atelier d'écriture, j'ai pu voir. Oui, vous savez, une année, ça a 365 jours, et le métier de comédien, c'est un métier où on travaille pas tout le temps, et donc j'ai fait donc un atelier d'écriture en prison pendant l'écriture de Un Triomphe, puisqu'un triomphe se passe en prison. Et là, je vais faire un deuxième atelier d'écriture aussi en prison à la rentrée, en septembre. Et je travaille aussi avec Apprentis Scène dans les centres de formation d'apprentis.
Donc je vais écrire du théâtre avec des carrossiers, des pâtissiers, des gens qui travaillent dans la logistique, des déménageurs cette année. Et donc ces scénettes seront jouées au Théâtre Mogador. On est une quinzaine de scénaristes metteurs en scène à faire ça. Et c'est une école d'écriture très très intéressante parce que ce sont des scénettes qui durent à peu près 3 minutes. Donc 3 minutes, c'est 3 pages. Et par rapport justement à Apprenti Scène, vous avez remporté 10 prix du public et jury. Oui, c'est-à-dire que je fais ça depuis 12-13 ans. Et voilà, j'ai presque chaque année ou tous les 2 ans. Enfin, et des fois même j'ai remporté 2 prix parce que c'est un concours. Donc voilà, il y a des prix avec un jury et puis aussi un public qui peut voter. Donc j'ai retenu. Votre 5e livre chez Rive-Neuve Éditions, Bref de Rive-Neuve. Ouais, Rive-Neuve. Ouais. C'est Bref de Métro saison 2. Il sort à peu près quand? Alors il vient de sortir. D'accord. Donc il est disponible donc sur toutes les plateformes, bien sûr, la Fnac, Amazon, De Cître et ainsi de suite. Et puis il est disponible aussi dans certaines Fnac, dans certains Cultura, puis chez votre libraire. Il suffit de le commander. Peut-être même que certains des libraires de votre région l'ont pris. Donc voilà, c'est un livre. Le premier accueil, c'est vraiment un accueil formidable. Il y a des très beaux dessins de France Dumas qui travaille avec moi dans le métro. Ben, on n'y va pas ensemble, hein, mais elle prend beaucoup le métro et elle dessine dans le métro et ça va très bien avec les brèves que moi je recueille. Et les premiers retours sont magnifiques. Voilà. C'est un livre, tout le monde dit voilà, c'est un livre qui fait du bien. En ce moment, on a besoin de rire, on a besoin de sourire, on a besoin d'être ému. Toujours par rapport à la situation, on va en parler quand même, parce que on est obligé d'en parler. Et ça fait quoi en tant qu'acteur, toujours par rapport à ça, la situation actuelle? Alors la situation actuelle, si vous voulez bien, on va en parler de 2 façons. C'est-à-dire déjà avec mon recueil de brèves de métro saison 2, il y a pas mal de brèves qui parlent du Covid dans le livre et il y a beaucoup de dessins de France Dumas où on voit des gens masqués dans le métro parisien. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et puis sinon, au niveau du Covid, donc le métier d'acteur, c'est simple. Hein, donc on ne travaille pratiquement pas depuis plus d'1 an. Très peu de rendez-vous, très peu de casting, et puis quelque chose peut-être pour le public normal, ça semble pas grand-chose, mais moi ça fait 30 ans que je fais ce métier et ça fait 30 ans que je vais au théâtre 3 fois par semaine pour aller voir les copains, pour aller voir des choses que j'aime bien et tout, et donc moi ça fait pratiquement 1 an que j'ai pas été au théâtre, donc il y a en même temps une difficulté financière, bien sûr. Et puis aussi, comme beaucoup de gens, une difficulté, je sais pas comment on peut appeler ça. Sociale. Oui, sociale, une morale aussi. On a le moral dans les chaussettes. Ça manque, mais d'ailleurs les gens le disent. Hein, les salles de cinéma qui sont pas ouvertes, les théâtres qui sont pas ouverts, les musées qui sont pas ouverts, et puis même les boîtes de nuit, aller un peu faire la fête, penser à autre chose, aller écrire des grands textes. Ça, c'est quand même très important. Donc c'est très difficile. Je vous avoue que c'est vraiment difficile, et c'est vrai que on a besoin de se changer les idées, on a besoin de rire, on a besoin de... Et je vois aussi formateur des clowns à l'hôpital pour l'association Théodora. Oui, parce que quand j'étais à la Rue Blanche et au conservatoire, j'ai beaucoup travaillé le clown et le masque aussi, le masque de Commedia dell'arte. Et donc j'ai fait trois spectacles de clown en sortant du conservatoire avec Muriel Mayette. Et donc le clown, c'est quelque chose qui me passionne. Et à l'occasion, un jour, j'ai rencontré un clown qui travaillait pour l'hôpital, de l'association Théodora. Il y a 2 associations, il y a l'association Théodora et il y a le Rire Médecin. Et ce clown, je lui ai parlé du travail que j'avais fait. Il m'a dit, mais ça serait intéressant que tu viennes nous former, parce que les clowns sont obligés de toujours se former toute l'année, quoi. Et donc j'ai fait ça pendant 5 ans, en allant visiter les hôpitaux où ils intervenaient pour voir la spécificité du clown à l'hôpital, qui est plutôt un clown présentiel,
C'est pas un clown qui tombe par terre ou qui fait bonjour les enfants. Non, c'est un clown présentiel. C'est un être incroyable que l'enfant va avec qui l'enfant va immédiatement être en connivence et qui va lui faire un peu non pas oublier sa maladie, mais enrichir son présent, faire que le présent ne soit pas seulement la maladie. Voilà. Et donc on a eu des expériences incroyables à l'hôpital, quoi, incroyables. Et j'ai aussi travaillé pour les IME, pour les clowns qui travaillent avec les autistes. Avant de nous quitter, est-ce que tu peux nous citer ou lire même quelques petites brèves ou des extraits de brèves qu'on peut trouver dans ton livre? Oui, bien sûr. Alors, moi, quand je récupère ces brèves, c'est d'un seul coup quand je suis à côté de gens qui parlent entre eux, puis d'un seul coup, il y a une phrase qui m'accroche. Et donc le début de l'écriture de la brève, ça part toujours d'une phrase qui m'accroche. Donc là, par exemple, j'étais à côté de deux personnes et il y en a un qui regardait l'autre avec son masque et puis il dit mais ton masque il sert à rien, ça baille de partout, il filtre que dalle. Regarde, je vois ta bouche. Voilà. Et l'autre a arrangé son masque. Et l'autre, il a dit, ouais, mais de toute façon, ça sert à rien. Dans une maille de ton masque, il y a 29 000 virus qui se baladent. Au bout de 5 minutes, c'est un véritable nid à microbes. T'as le nez qui trempe dans un vrai bouillon de culture. Donc voilà. Ça, c'est une brève, vous voyez. Ok. Par exemple, une autre, oui, là, c'est des gens qui devaient rentrer du boulot. Et il y en a un qui a demandé à l'autre des nouvelles. Il lui demande alors le boulot, ça va? Et l'autre, il lui a répondu, mais c'était une femme. C'était une femme, je me souviens. Que du bonheur. Donc l'autre, il lui a dit bon, donc tout va bien. Et la femme, contre toute attente, et c'est là que j'ai commencé à écrire, elle a dit non, pas du tout. Alors l'autre lui a demandé, mais tu viens de me dire que du bonheur. Et la femme, elle a répondu, oui, mais je le dis tout le temps. Même quand ça va pas, j'arrive, je dis que du bonheur. Et pourquoi tu dis ça? Parce que c'est tellement le bordel en ce moment avec la Covid et tout ça, une nana qui fait la tronche, qui ramène sa mouise, ça rajoute, tu vois. Les nanas qui sont déprimées, qui font la gueule, on les parque entre elles. Et au niveau de l'avancement, que dalle. Alors voilà, moi j'arrive, je dis que du bonheur. Et tout le monde est gentil avec moi. Donc, voilà, c'était quelqu'un qui avait trouvé une solution pour arriver à passer cette situation épouvantable du Covid. Et c'est toujours comme ça. Ça part toujours à partir d'une phrase. Oui, voilà, c'est ça. Là, il y avait deux copains. Enfin, je sais pas si c'était des copains. Ça m'intéresse beaucoup aussi, c'est de voir quel est le lien entre deux personnes qui sont l'une à côté de l'autre. Est-ce que c'est un lien familial, un lien amical, un lien de travail, un lien de hiérarchie? Ça, j'adore. Ça. Assez rapidement, j'arrive à voir si y en a un qui écoute l'autre et c'est son chef ou le contraire, quoi. Et là, je pense que c'était deux copains. Et il y en a un, à un moment donné, je sais pas pourquoi il dit à l'autre, sinon, si tu veux, on peut bloquer un prix. Et l'autre dit, pardon? Et l'autre dit, mais on peut bloquer un prix, tu vois. Comme ça, le prix, il augmente pas. Alors, moi, je comprenais pas ce que c'était. On signe aujourd'hui, et ta commande de véranda, elle est bloquée. Tu commandes quand tu veux, toujours au même prix, t'es libre, t'es totalement libre. Et l'autre, il lui a dit, mais si j'en veux pas de ma véranda. Et l'autre, il a répondu, oui, mais après le Covid, peut-être que t'en voudras. Donc, vous voyez, c'est toujours... Ah oui, tiens, ça c'était incroyable, ça. Une femme et un homme. Et la femme, souvent les conversations, ça commence par comment ça va. Ça c'est le grand truc. Les gens dans le métro demandent à l'autre. Ils rentrent dans le wagon et puis ils s'installent. Puis d'un seul coup ils se regardent et ils disent mais alors comment ça va? Et l'autre il lui a répondu je me suis fait piquer mon scooter. Non, si. Le temps de rentrer dans la boîte de photocopie à froid. Et là, l'autre l'a arrêté tout de suite. Pardon? La boîte de quoi? De photocopie à froid. Et ça m'a intéressé parce que je ne sais pas ce que c'est, moi, la photocopie. En fait, je suis très curieux. La boîte de photocopie à froid. Et l'autre lui a expliqué, voilà, c'est des machines qui n'ont pas besoin de chauffer l'encre. Il y a un tambour numérique et hop. Ah, d'accord, ok. Donc voilà. Voilà ah oui, ça c'est très drôle, ça. Des gens qui parlent de est-ce qu'il faut mettre cordialement, amicalement. À la fin, n'oublie pas de mettre cordialement. D'accord. Mais je croyais que c'était amicalement. Ah non, jamais. Mais pourquoi? Parce que amicalement, c'est pour les amis. Et là, c'est pas un ami, c'est un collègue de travail. D'accord, ok. Et pourquoi je mettrais pas bien à vous? Tu peux, mais ça ne se fait pas. Ah bon? Ah oui, c'est la culture d'entreprise. D'accord. Dans notre service, si tu mets bien à vous, tu vas te faire remarquer.
et amitié sincère. Non mais attends, mais tu te fous de moi, je viens de te dire que c'était pas ton ami. Donc voilà, toute une conversation sur les fins de mail. C'est plein de petites histoires en fait, comme ça en fait. Pardon ? C'est plein de petites histoires en fait. C'est plein de petites histoires qui font 1 page et demie avec un dessin à chaque page de France Dumas. Et à chaque fois, on plonge dans l'intimité. C'est ce que j'adore le plus, hein. C'est plonger dans l'intimité de la relation de 2 personnes dont on ne connaît rien. Et ça vient de, quand j'étais au conservatoire, mon professeur nous disait toujours, regardez comment les gens parlent entre eux, regardez leurs attitudes, regardez, parce que vous pourrez vous en inspirer pour quand vous jouerez devant la caméra ou sur une scène. Et moi, j'ai poussé le truc un peu plus loin, c'est que non seulement je les ai regardés, mais j'ai recueilli ce qu'ils disent. Je suis toujours très curieux de savoir ce qui se trame entre 2 personnes, toujours. Ça nous permet aussi d'apprendre des choses, par exemple l'imprimante à froid. Oui, voilà, mais moi je savais pas que ça existait, des imprimantes à froid, et en fait il y a un tambour numérique. Alors bon, ça, je sais pas ce que c'est un tambour numérique. Hein. Ah oui, puis alors là, il y a celle-là, elle est carrément philosophique derrière des choses très précises. C'était 2 femmes, et il y en a une qui dit à l'autre, 18 heures, tu l'écris avec un S ou sans S. Ça, c'est extraordinaire. Quelqu'un qui demande à l'autre, 18 heures, tu l'écris avec un S ou sans S. Et l'autre, il a vraiment réfléchi. Hein. Et à un moment donné, il lui a répondu, je pense que j'ai attendu 18 heures mon bus, je pense que ça prend un S. Et l'autre lui a eu cette réponse extraordinaire. C'est rare d'attendre autant de temps son bus. Donc voilà. Puis alors, bien sûr, il y a beaucoup de coups de téléphone. Des coups de téléphone de gens qui parlent très fort, hein, parce que dans le métro, des fois, ça passe pas tout à fait. Et des gens qui donnent des conseils, Non, mais tu descends à la Poste, rue Pompan. Oui, la rue de la Poste, mais c'est pas possible, t'as de la merde dans les oreilles. Voilà, tu la trouveras. La Poste, abruti. Mais j'en ai rien à foutre, qui passera l'après-midi. Je sais, mais il y a la queue partout en ce moment. Mais non, mais c'est pas le Covid, c'est à cause des allocs. En début de mois, les mecs viennent tous faire la queue pour chercher leur fric. Et c'est vrai que moi, j'habite pas loin d'une poste. Et en début de mois, je pensais que c'était le Covid, pas du tout. C'est les allocations. Voilà. Donc on apprend des choses. On apprend toujours des choses à écouter les gens. Hein. Toujours. Et comment vous faites justement quand vous faites une brève par rapport à une personne qui est au téléphone ? Vous imaginez la conversation de l'autre en face ou Alors non, je prends que la conversation que j'entends et on imagine ce que dit celui qui est à l'autre bout du fil. Par exemple, là il y en avait une conversation entre une fille 25 ans et qui devait parler, on ne sait pas à qui elle parle. Et au début, elle dit, mais non, mais je suis désolé, Polytechnique, c'est eux qui ont le plus gros coefficient. Oui, mais les banques, pourquoi elles acceptent de me faire un prêt ? Elles connaissent l'école, elles parient sur moi. Ben oui, c'est ça. Tout est une question de pari dans la life. Mais oui, mais t'as qu'à prendre ta vie en main. Mais moi, mais écoute, maman. Et en fait, c'était une jeune fille qui devait avoir des parents qui avaient un petit salaire, je sais pas, et qui disait à sa fille, mais moi, j'en ai rien à foutre, je veux pas vivre comme vous. Voilà. Vous serrez la ceinture dès le 15 du mois. Mais moi, je veux pas être comme ça. C'était terrible. Et donc, ce qui m'intéresse et ça, c'est intéressant de votre question. Ce qui m'intéresse c'est que le lecteur imagine ce que l'autre au bout du fil dit. Ça m'intéresse beaucoup. En plus, il y a plein de possibilités possibles, inimaginables en fait. Ah bah complètement. Là par exemple, dans ce coup de fil, parce que la fille est vraiment terrible, hein, terrible. Et d'ailleurs, à la fin, elle lui dit, mais maman, écoute-moi, mais papa, mais sois lucide pour une fois. Papa, il est le manager de lui-même. L'effectif, c'est lui. Point barre. Son père, il devait être artisan, je sais pas, ou auto-entrepreneur. Parce que sa mère devait lui dire, mais oui, mais ton père, il a quand même fondé une boîte. Et elle lui dit, mais la boîte, c'est lui. Donc, ça va, moi, je veux être dans un grand groupe, je veux gagner du fric, voilà, et ainsi de suite, quoi. Donc, on imagine ça, quoi. Je vous remercie. On apprend des choses, hein.
Bah oui, on apprend. Oui, c'est vrai en lisant ce livre, on apprend aussi des choses. Et puis, on apprend des choses et hop, ça se termine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est fugace, quoi. C'est hop, comme une étoile dans le ciel. Est-ce que c'est possible d'adapter ça en petite série ou autre? Mais exactement, il y a ça aussi. Il y a un producteur qui m'a téléphoné et qui serait intéressé pour essayer un peu de structurer ce projet et d'en faire ce qu'on appelle un programme court. Vous savez, des pastilles de 2-3 minutes où il y aurait des 2-3 conversations comme ça, étranges, absurdes, drôles. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis plusieurs années. Je vous remercie beaucoup, Thierry. Un petit mot pour inciter les gens, déjà d'une, à lire Brève de métro saison 2, voir le 1 s'ils l'ont pas lu. Également vos romans, pourquoi pas, ceux qui n'ont pas été lus avant. Écoutez, c'est très simple. Hein. Si vous avez envie de rire, de sourire, de vous évader, de penser à autre chose, de rentrer dans l'intimité du métro parisien où les gens se disent des choses mais hallucinantes. Vous allez voir, c'est tout à fait étonnant. Oui, vraiment, allez-y. Lisez Brève de métro saison 2, vous allez voir. En plus, chez nous, qui n'avons pas de métro, donc ça peut être intéressant. J'ai une brève de métro où il y a des paysans qui viennent au salon du livre, au salon de l'agriculteur, et il y avait des paysans qui étaient là dans le métro, et donc j'ai recueilli ce qu'ils disaient. C'était très drôle. Je vous remercie beaucoup. Écoutez, merci beaucoup à vous, et puis à très bientôt. J'espère venir un jour dans la région d'Alès et puis rencontrer des lecteurs. Ça, c'est toujours très très agréable.